Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle émission de À chacun son jeu. Et aujourd'hui, je vous présente Sylvie Mouledou. Alors Sylvie, tu habitais sur le Caillou en Nouvelle-Calédonie. Tu es partie en Alsace retrouver ta terre natale il y a 4 ans, c'est ça? Tout à fait, en Ouais. 2021. Hmm. Donc, je suis. Mais on s'est rencontrés en Nouvelle-Calédonie. Tu as habité sur cette belle île et on a eu la chance, c'est vrai, de participer à plusieurs émissions, plusieurs podcasts, hein. On peut dire des podcasts? Non, c'était des rencontres, hein, avec Patricia Daré. Tout à fait. Et j'ai beaucoup aimé ton énergie et surtout le sentiment de confiance, hein, qui s'était instauré entre nous. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais on a eu des échanges plus profonds, toutes les deux, où je me sentais vraiment en confiance avec toi et ton avis était important pour moi. Et aujourd'hui, tu as sorti un livre que tu m'as offert, que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt. J'étais très touchée par ton livre qui s'intitule Écoutez-moi. Je pense qu'il t'a fallu énormément de courage pour l'écrire. Et est-ce que tu serais d'accord de nous en parler aujourd'hui? Avec grand plaisir. Alors déjà, merci beaucoup pour cette invitation, Anne-Hélène. Euh, je suis vraiment très, très heureuse de passer ce moment avec toi et donc, du coup, d'être connectée aussi au Caillou, effectivement, sur lequel j'ai vécu pendant 24 ans. Je sais qu'il a l'énergie du caillou et toute cette partie de ma vie, hein, ça fait un quart de siècle quasiment, c'est quand même pas rien. Et donc, je sais qu'il a participé aussi à, euh, à ma guérison et à mon chemin de conscience et puis voilà, d'ouverture. Donc, effectivement, je reviens, je suis revenue sur ma terre natale donc en 2021. Euh, c'est vraiment quelque chose qui tournait un petit peu dans ma tête depuis plusieurs années déjà. J'avais cette envie à un moment donné de revenir sur ma terre natale. Et bon, effectivement, il y a des événements plus particuliers à Nouméa qui ont fait que les choses se sont précisées et puis à un moment donné, se sont enclenchées. Donc l'écriture de mon livre a démarré l'année dernière, alors plutôt en fin 2022, parce qu'effectivement le retour en Alsace a fait remonter également en moi pas mal de traumas qui finalement étaient restés sous le tapis, qui étaient restés comme ça en sourdine. Alors moi, pour un petit peu me présenter également, j'ai un parcours un peu atypique, comme pas mal de gens d'ailleurs qui sont à quelque part qui sont liés au trauma, à des traumas d'enfance et également à des traumas liés à des violences sexuelles. Donc c'est souvent des parcours des gens qui ont à un moment donné qui prennent des virages à 180 degrés, qui sont dans quelque chose pas forcément très stable parce que justement à l'intérieur de soi il y a ce truc-là qui est en arrière-plan et qui a besoin, à quelque part, de pouvoir être conscientisé, de pouvoir être vu, de pouvoir être guéri. Donc, quand je reviens, effectivement, les dernières années sur le Caillou ont été difficiles. Mon mari, Jean-Marc, chef d'entreprise sur le territoire, et donc on a eu aussi des moments très difficiles avec, à un moment donné, depuis 2015 jusqu'en 2019, une espèce d'effondrement autant financier que effectivement familial. On est passé par des moments très difficiles avec là aussi des choses à quelque part qui venaient court-circuiter et puis se mettre en lien, si tu veux, avec ma propre histoire. Donc là aussi, je dis souvent que le couple aussi, quand on avance en conscience et quand à quelque part on a le courage aussi à un moment donné d'aller un petit peu déterrer son histoire et puis d'aller voir ce qui se met en résonance, on est souvent en projection l'un avec l'autre, ça permet aussi d'avancer. Oui, donc en 2021, quand je reviens, il y a vraiment quelque chose je prends conscience au fur et à mesure où je retourne en fait dans ma famille, chez mes parents, qu'il y a une partie de moi qui est toujours vraiment nouée, qui est vraiment
Donc, tu vois, je fais ce geste au niveau du ventre. Il y a vraiment quelque chose ici qui est resté malgré le chemin de conscience que j'avais commencé à faire, malgré le chemin de guérison aussi, que j'ai été moi-même, si on reviendra un petit peu sur les étapes, mais j'ai été moi-même effectivement formée depuis 2012 à l'hypnose, j'ai fait du coaching, j'ai fait des choses plus dans l'énergétique. J'ai entamé aussi à ce moment-là, moi je dis souvent en 2012 quand je démarre, je suis dans une crise les Américains appellent ça la middle life crisis, une crise de milieu de vie où à quelque part aussi je m'arrête et je me dis bon bah qui je suis, qu'est-ce que je veux faire et donc il y a eu une première grosse étape à ce moment-là, quelque chose qui est vraiment ouvert et qui m'a permis d'aller recreuser, de commencer à voir aussi ce qui était encore là, mais bah, force est de constater que même, on va dire, donc 2012, 2020, 8 ans, 9 ans après, il y avait encore à quelque part des couches qui devaient être touchées du doigt, vues et à quelque part guéries. Je dis souvent, je compare souvent la guérison à un oignon. Tu vois, c'est vraiment des couches qu'on enlève, c'est quelque chose qui se déleste, qui s'allège. Je pense pas qu'on ait besoin de rajouter plus de choses pour guérir. Au contraire, l'idée, c'est de revenir à vraiment au cœur de l'oignon et à quelque chose de plus simple, de quelque chose qui circule, quelque chose qui, voilà, qui est beaucoup plus apaisé. Et donc en 2021, quand je reviens, donc j'ai ce plaisir à quelque part de revenir chez moi, à quelque part, sur cette terre que j'avais laissée il y a 24 ans. Et d'un autre côté, il y avait cette partie de moi qui était vraiment encore dans du nœud, dans des colères qui étaient là, qui remontaient. Et j'ai appris au fil des années aussi à quelque part à m'écouter, à vraiment ressentir ce qui est là. Et puis j'ai vraiment commencé à ce moment-là également plus à analyser aussi les choses encore, à aller encore plus profondément dans les choses et à vraiment, ça avait commencé en 2020 déjà, à m'intéresser plus profondément à ce qu'est un trauma. Donc comment également aussi comment s'enquiste un trauma, quelles sont les conséquences aussi du trauma. Vraiment, pour moi aussi, ça a été quelque chose que j'ai préféré mettre sous le tapis pendant longtemps, même si à quelque part j'accompagnais des gens déjà bah, qui avaient vécu aussi bien sûr des choses douloureuses mais j'avais mis ça de côté parce qu'à quelque part, je pense que très inconsciemment, j'avais compris que bah, c'était pas encore le moment pour moi d'aller ouvrir cette porte-là. Je crois que tout est aussi assez juste dans la vie et puis que voilà, les portes s'ouvrent quand elles doivent s'ouvrir. Donc à ce moment-là, il y a cette compréhension. Alors moi, je dis dans mon livre, je dis souvent que ce livre est un peu comme une enquête de Sherlock Holmes, un peu sur les 52 premières années de ma vie, parce que vraiment, je suis revenue à la base. Et la base, bon, ça démarrait effectivement dans le ventre de ma maman. Et donc, j'ai commencé à... alors, le déclencheur, parce que moi j'écris depuis très longtemps. J'ai envie de dire, j'écris depuis, voilà, j'ai des tonnes de cahiers qui sont écrits depuis très longtemps, mais bah, j'écrivais pour moi. Et le début de l'écriture, ça a été en 2022, l'annonce de la mort d'une amie, Sandra, que j'avais connue bah, il y a très longtemps. On avait travaillé ensemble en psy en Alsace pendant plusieurs années. Et on avait, un tout petit peu plus âgé que moi, on avait à l'époque, à demi-mot, évoqué notre parcours par rapport à elle, les violences sexuelles également, intrafamiliales. Moi, pareil, mais de façon très, tu vois, à demi-mot, c'était il y a 30 ans, donc forcément, on parlait très peu de ça, mais bon, vraiment, on s'est reconnus, c'était vraiment une très belle rencontre, vraiment d'âme à âme. Malgré la distance, ensuite, on a continué à être vraiment très connectés l'une avec l'autre. Alors parfois, pendant des années, on s'est perdu de vue, mais quand on se retrouvait, il y avait vraiment ce lien qui était là. Et donc, j'ai l'émotion qui monte. Euh, donc, l'annonce, en fait, de sa mort était vraiment, pour moi, le déclenchement en même temps d'une très grosse colère.
parce qu'à quelque part, je ressens à ce moment-là de l'injustice, parce que je sais aussi que beaucoup de victimes ont vraiment un chemin de vie chaotique et puis s'en sortent pas toujours, parce qu'effectivement, il faut un sacré courage, il faut aussi avoir les moyens de prendre soin de soi, de pouvoir à quelque part aller vraiment dérouler, tu vois, cette histoire-là. Donc au départ, c'est vraiment à un moment donné la colère, d'autant plus que quand j'annonce la mort de mon ami à ma maman, ma maman me dit, bah, elle n'est pas morte de ça, quoi. Donc à quelque part, tu vois, il y a aussi ma propre histoire encore qui vient à quelque part court-circuiter, et puis mon enfant intérieur aussi, là, qui bien évidemment est encore touché. Et là, il y a un moment donné, vraiment, à un moment donné, je me dis non, mais là, il moi aussi, il faut que je parle, il faut que j'apporte ma voix. Donc, on est en 2022. Les MeToo aussi a commencé à avoir lieu en France. Euh, Est-ce que justement, tu peux nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé pour que les gens qui ne te connaissent pas comprennent quel est le trauma dont tu parles ouais, ce soir, d'accord. aujourd'hui là? Alors, on va faire, je pense que c'est essentiel quand même de revenir juste sur le premier, parce que il y a vraiment, moi je dis souvent, c'est comme une pelote de laine, hein, on prend un bout et à un moment donné, tout est lié. On a donc le premier, mon premier, alors j'ai une grosse histoire, je dis souvent que je suis un peu comme Obélix, je suis tombée dans le trauma un peu, voilà, dès ma naissance. Donc ça démarre dans le ventre de ma maman. Quand je nais, ma maman a 37 ans, je suis la dernière, j'ai deux frères aînés et puis une sœur aînée qui sont tous plus âgés que moi. Un frère qui a 11 ans de plus que moi, une sœur qui a 9 ans, quasiment 10 ans de plus que moi et un frère qui a 8 ans de plus que moi. Et donc quand j'arrive dans moi, quand ma maman est enceinte de moi, mon frère qui a 11 ans à l'époque fait un très grave accident. Donc il tombe d'un toit, on est fin août, il tombe d'un toit, il fait une chute d'environ 10 mètres sur une dalle en béton. Ma maman est enceinte de moi à 5 mois de grossesse à ce moment-là. Et donc il restera dans le coma pendant une semaine. Et donc là, on est au mois d'août et il restera hospitalisé jusqu'au mois de novembre environ. Donc avec, bon, à l'époque, on est en 71, tu vois, donc là aussi, bien évidemment, bon, on n'a pas tous les moyens aujourd'hui techniques aussi de comprendre vraiment ce qui se passe, etc. Donc, bien évidemment, là aussi, un gros trauma familial, une angoisse énorme pour ma maman. Je peux imaginer ce que c'est, effectivement, pour une maman voilà, d'être témoin de ce truc-là, de cet accident-là et de ce qui se passe aussi dans la cellule familiale, dans le couple pour mes frères et sœurs. Euh, et donc moi, effectivement, je suis dans le ventre à ce moment-là. Et bon, ma maman aussi, qui a été une grosse fumeuse avant, reprend la cigarette et aussi fortement euh, prendre des médicaments assez forts pour effectivement faire baisser effectivement son stress, etc. Et bon, moi, je nais malgré tout au mois de décembre, le 25 décembre, cette même année. Et, euh, et donc, cette première empreinte traumatique, bien évidemment, ça je l'ai compris bien plus tard, a eu aussi vraiment tout un impact sur moi-même, hein, sur effectivement sur ma capacité à un moment donné à vraiment ressentir la vie. Ma mère m'a souvent dit pendant des années après, je ne me souvenais même plus que j'étais enceinte. Donc Ouais, carrément. bien sûr. Et aujourd'hui, bien sûr, je peux le comprendre, euh, même si c'est voilà, difficile de se dire pour la maman que je suis aussi aujourd'hui, voilà, mais bon, c'est notre histoire, c'est l'histoire familiale. Donc là, je comprendrais aussi là, vraiment que toutes ces dernières années, parce que j'avais pas trop envie d'ouvrir cette porte du trauma et j'ai compris après pourquoi. Vraiment ce qui est en train de se jouer aussi entre aussi la relation entre ma maman et moi, qui a été plus difficile. On dit souvent qu'on a
on est quatre enfants, on a la même généalogie, mais on n'a pas la même psychogénéalogie, parce qu'effectivement, moi j'arrive 10 ans après mes frères et sœurs, mes parents sont plus les mêmes, le couple parental n'est pas le même. Ils sont pas, on change, hein. Je veux dire, quand on pense à nous-mêmes, on n'est pas les mêmes. Je suis pas la même 10 ans aujourd'hui que 10 ans auparavant. Donc forcément, là aussi, c'est important de le comprendre parce que je fais juste une aparté parce qu'effectivement, l'écriture de mon livre, même dans ma famille et dans ma fratrie, euh, est parfois difficile à comprendre parce que bien évidemment, ben, j'ai pas la même histoire qu'eux. Et ils ont pas le même lien aussi avec mes parents, avec ma maman, on a tous effectivement bah, un chemin de vie différent à éclairer et puis à comprendre, quoi. Donc voilà, il y a cette première empreinte traumatique. Donc après, j'ai beaucoup lu et puis beaucoup écouté ces dernières années Boris Cyrulnik, qui est des spécialistes du trauma, un neuropsychiatre qui a beaucoup travaillé sur l'empreinte de la petite enfance aussi, et puis qui explique que même déjà dans le ventre de la maman, bien évidemment, le bébé ressent ce qui est en train de se passer, et puis qu'il y a même une incidence déjà dans le désir d'enfant, sur un enfant qui n'a pas été désiré, on ressent déjà à un moment donné, a déjà une empreinte, porte déjà une empreinte. Donc il y a vraiment, voilà, j'ai compris, j'ai essayé de dérouler, de comprendre ça, parce que c'est la raison pour laquelle je parle d'enquête. Voilà, donc il y a cette première empreinte traumatique et donc ce trauma qui est vraiment aussi, euh, qui a été un gros trauma pour ma maman. Là aussi, on arrive à en parler aujourd'hui, tu vois, avec elle. Pourtant, bon, elle est âgée aujourd'hui et je suis vraiment très heureuse aussi de pouvoir, à un moment donné, lui faire comprendre un certain nombre de choses que, bien évidemment, à ce moment-là, elle aussi souffre de stress post-traumatique, hein. Aujourd'hui, on sait ce que c'est. On en parle souvent pour les victimes de viols, d'inceste, de violences sexuelles, mais aussi d'attentats terroristes, hein, comme au Bataclan, tout ce qui se passe à un moment donné, tous ces moments très violents qui, à un moment donné, arrivent de façon très brutale, qui changent à quelque part notre psyché, et qui, à quelque part, viennent se colorer différemment, à quelque part, notre vision du monde, hein. Donc pour elle, je comprends bien sûr aujourd'hui aussi que il s'est vraiment passé ça aussi et que notre relation a aussi à quelque part été teintée par ce moment très compliqué pour elle. Donc je grandis. Après, moi, souvent, on fait le lien entre hypersensibilité, tu vois, et trauma. Parce que forcément aussi, à quelque part, bon, j'arrive dans cette famille qui vient de vivre ce truc hyper difficile dont on parle pas vraiment, tu vois. Je veux dire, au fil des années, je me suis rendu compte que voilà, il y a un espèce de récit de cette période-là qui a été fait, mais on n'est pas allé chercher vraiment, personne n'est allé creuser pour savoir vraiment ce qu'il a vécu et puis ce qu'il a ressenti à ce moment-là. Même pas, tu vois, mon frère aîné, Jackie, qui était donc ce garçon de 11 ans qui, à un moment donné, a cet accident. Euh, voilà, donc chacun continue un petit peu sa vie. Moi, très vite, je pense, aujourd'hui, je comprends que j'ai un regard un peu particulier sur ce qui se passe dans la famille. Quand il y a des choses qui me semblent bizarres, sans pouvoir mettre des mots dessus, assez vite. Je suis très sensible à l'injustice, à la, je vois, tu vois, quand à quelque part les choses ne sont pas justes, ne sont pas, quand il y a un anguille sous roche à quelque part, je pense que très petite, je vois qu'il y a quelque chose qui tourne pas tout à fait rond. Mais bon, voilà. Quand on est enfant, bien évidemment, on ne met pas de mots là-dessus. On est conditionné et puis on grandit dans la famille. C'est la normalité pour nous, à quelque part. On grandit dans la famille qui nous a été quelque part attribuée et puis on continue comme ça.
Donc voilà, ensuite je grandis. J'ai une période de ma vie qui est importante, qui est l'école primaire, parce que je suis issu d'un petit village, donc en Alsace, 1800 habitants. Et donc je vais à l'école chez les sœurs. Et donc pendant ces années-là, à la différence de pas mal de gens aujourd'hui, quand je discute avec des amis, beaucoup me disent, ah bah non, pour moi c'était une horreur d'aller voilà, à l'école chez les sœurs. Pour moi, au contraire, c'est un moment, j'aime ça parce qu'on est là aussi, on fait des choses. On va chercher des tisanes, on va chercher des tisanes dans la forêt qu'on va faire sécher et qu'on envoie au Togo. On est en lien avec des sœurs missionnaires du Togo. On fait des petits trucs qu'on vend, on va chercher du vieux papier. Il y a ce côté un peu, tu vois, déjà solidarité et puis à quelque part entraide et puis bah voilà, sortir un petit peu, faire quelque chose aussi pour l'autre qui probablement déjà est là. Et moi, ça me plaît. Je suis aussi dans la chorale des enfants et puis je vais à la messe, du coup, aussi 2 fois par semaine, la messe des enfants et puis le week-end. Et là aussi, déjà, il y a à quelque part, moi, j'adore écouter les sermons du curé. Moi, je trouve ça super intéressant parce que ça me permet de commencer, là, je l'ai compris très, très tardivement, mais de commencer à faire un lien entre bah, la parole et effectivement de l'évangile, entre des choses qui me paraissent justes et qui parfois, par contre, je vois pas. Je vois pas autour de moi, que je ressens pas. Je me dis, voilà, il y a des trucs qui clochent. Je sens bien que c'est vers là que j'ai envie d'aller, mais bon, voilà. Puis ensuite, bon, bah, je continue mon petit bonhomme de chemin. Je vais au collège. Donc là, au fur et à mesure, bah, les choses changent un petit peu. Je m'ouvre à d'autres choses. J'ai beaucoup aimé, à ce moment-là, beaucoup aimé la musique. Je suis quand même très solitaire. Parce que là aussi, avec les 10 ans d'écart, je veux dire, moi, quand j'ai 10 ans, mes frères et sœurs ont déjà tous quitté la maison. Donc je me retrouve toute seule à quelque part avec mes parents. Donc ça a été un moment aussi difficile, mine de rien, parce que du coup, je pense qu'il y a aussi, tu vois, quand on parle, moi je sais que la blessure d'abandon, de par mon histoire et de rejet, elle est aussi à quelque part très forte. Et je pense que là, il se rejoue également quelque chose à ce moment-là. Euh, mais bon, voilà, donc je continue mon petit bonhomme de chemin. Et effectivement, quand j'entre en seconde, bah, il se passe un autre événement, un autre trauma. Donc je vais prendre des cours. Alors, dans mon livre, pour des raisons évidentes, c'est malheureusement comme ça également pour la plupart des victimes qui, à quelque part, ont mis du temps à parler, ont mis du temps à s'exprimer. Euh, j'ai euh, j'ai modifié effectivement certains paramètres de l'identité effectivement de mon agresseur. Et donc, je prends des cours donc de piano, puisque c'est ce que je dis dans mon livre, pendant un an. Et donc, auprès de quelqu'un qui est un membre très proche de la famille. Et donc, je vais être victime pendant un an d'abus sexuels. Donc, chaque fois que je vais voir cette personne-là le mercredi, après-midi, en prenant mon petit vélo, j'ai des idées, des images assez claires encore qui sont dans ma tête et d'autres qui sont très floues, parce qu'effectivement, c'est un mécanisme de défense aussi assez naturel. Donc, je suis victime effectivement, d'agressions sexuelles, de violences sexuelles. Euh, alors, j'en parlerai, je vais en parler, alors je ne sais plus après combien de temps, je vais en parler à ma mère en lui disant à un moment donné, écoute, je ne veux plus aller voir cette personne-là. Sans réussir, on est voilà, dans les années 80, hein, sans réussir à vraiment lui dire pourquoi. Et donc ma mère à ce moment-là me dit, non mais écoute, tu y retournes, je veux dire. Tu ne te rends pas compte de la chance que tu as d'avoir des cours de piano gratuits. Tu y retournes. Et donc moi,
je suis quand même je suis une enfant assez obéissante, hein, je veux dire, à quelque part. Là aussi, je prendrais compte bien des années plus tard que effectivement, parfois aussi, euh, j'en parle dans mon livre, tu vois, le commandement, tu honoreras ton père et ta mère, peut être aussi, dans certains cas, quand on le prend à au premier degré, peut aussi être bloquant dans certains cas, parce qu'effectivement, là, dans ce cas-là, si, bah, du coup, si j'avais pu être peut-être plus, à un moment donné, pouvoir dire, non, bah, attends, stop, là, non, désolé, c'est pas possible pour moi, mais bon, voilà, on est dans une autre époque, là aussi, il faut comprendre qu'aujourd'hui, heureusement, bien souvent, la parole est beaucoup plus libre et puis les enfants, à quelque part, ont un rapport différent avec leurs parents, avec effectivement quelque chose de plus facile. Donc, bah, effectivement, je continue jusqu'à la fin de l'année scolaire. Ensuite, je trouverai un subterfuge à la fin de cette année-là pour ne plus y retourner l'année d'après. Pendant cette année, en revanche, bon, mon corps, même si je n'arrive moi pas à exprimer ce qui se passe, mon corps parle. Ça a été une grande, grande découverte au fil des années aussi, hein. Le corps n'oublie jamais rien. Ça, c'est forcément, à un moment donné, tout est enquisté à l'intérieur. Il parle en fait parce que je fais des crises de spasmophilie, de tétanie. Donc je revois moi également il y a quelques mois de ça, ma mère m'a retrouvé une photo de classe de moi de cette année-là où je suis effectivement, j'ai une tête pas possible. Enfin, voilà, je suis complètement dissociée. Je suis effectivement là tout en n'étant pas là, bien sûr. Mais bon, malgré tout, effectivement, hum, voilà, on n'en parle pas. L'être humain, par le biais d'un mécanisme de défense et de survie, quand les choses sont difficiles, il a cette capacité à un moment donné de se dissocier. On parle souvent de dissociation. Parce qu'effectivement, c'est juste trop dur. Et puis, à un moment donné, on parle aussi d'amnésie traumatique parfois. Alors, moi, j'ai pas eu cette amnésie-là, même si les souvenirs après, au fil des années également, ont été... alors, j'ai pas eu d'amnésie, même si, par contre, toute cette année-là, les choses ne sont pas claires. J'ai pas de souvenirs très clairs, c'est par flash. Et moi, ça c'est vraiment au fur et à mesure, la guérison s'est faite par le fait de ressentir à certains moments ce qui s'est passé aussi au niveau des blocages de mon corps. C'est vraiment très différent aussi, là, suivant les victimes, suivant les personnes. Voilà, donc bon, je referme cette page. Voilà, j'ai pas été entendue, j'ai pas été protégée. À un moment donné, je mets ça de côté, je continue ma vie. Mais bien évidemment, ça aura toute ce trauma-là, tout comme le premier, parce qu'à quelque part, bien évidemment, tout est lié, vont avoir un impact sur ma vie de femme, sur la confiance en moi, sur la confiance en l'autre, sur la confiance que je peux avoir aussi dans mon couple. Forcément, à quelque part, souvent, on se rend compte que euh, les personnes qui ont été victimes d'inceste, de violence, ont vraiment beaucoup de mal après à refaire confiance. Il y a aussi un lien souvent à l'homme qui est vraiment à retisser, qui est à comprendre, qui a travaillé parce que bah, quelque chose à ce moment-là se casse sur le biais de la psyché, mais aussi bien évidemment au niveau du corps. Moi, j'ai eu aussi ensuite, bien sûr, bah, toute une réappropriation au fil des années de mon corps qui, bah, quand à un moment donné on subit des violences sexuelles, c'est vraiment le corps aussi à quelque part se fige. Il y a vraiment quelque chose qui est bah, qui s'arrête et puis qui a besoin ensuite d'être bah, là aussi comme l'oignon d'être reconnecté, d'être revu et puis euh, d'être conscientisé. Et, voilà, c'est un travail vraiment de retour de conscience au fur et à mesure. Voilà un petit peu en fait. Voilà. Et ensuite, je sais pas si tu veux, si tu veux que je continue un petit peu. Ouais.
aussi tu as. Et aujourd'hui, toute ta famille a lu ton livre? Alors, je sais pas si toute ma famille a lu le livre. Enfin, Euh, au moins tes parents et tes deux frères et alors, ta sœur? ma sœur, oui, parce qu'effectivement, depuis la lecture du livre, il y a vraiment quelque chose. Oui, alors je vais peut-être juste avant de répondre à ta question, juste prendre également l'étape complémentaire, parce qu'effectivement, il y a vraiment une étape qui était importante aussi ensuite encore, parce que je parle beaucoup de l'omerta familiale dans mon livre. Euh, quand je continue ensuite mon chemin de guérison, bon, assez rapidement, je prends conscience qu'il y a des choses qui vont pas. Donc, très vite, je vais voir quand même, j'ai 20 ans, même pas 20 ans, je vais voir un médecin toute seule qui ferait de la sophro également. Donc, à l'époque, déjà, tu vois, c'est pas très habituel. Il me reconnecte tout doucement, il comprend, c'est quelqu'un qui est vraiment, je me souviens de son nom, à Colmar, c'était vraiment une très belle rencontre, donc j'ai eu la chance de faire des super rencontres aussi sur mon chemin, j'en parle beaucoup aussi dans le livre. Et lui commence à me reconnecter à mon corps et je pense que véritablement, ça a été une première étape pour ensuite entamer le processus de guérison. Mais malgré tout, le trauma est là remonte. Et donc, moi, j'ai fait plusieurs choses dans ma vie et j'ai notamment également travaillé pendant 5 ans en psy dans un hôpital psy en Alsace. J'étais vraiment confrontée au quotidien avec des bilans psycho, je bossais avec des psychologues, etc. Il y a des gens qui venaient en consultation. Donc, j'étais aussi à quelque part au cœur de tous ces gens qui, à quelque part, ont vécu des choses difficiles, on ne se retrouve pas en psy pour rien, c'est qu'il y a une histoire, bien évidemment, derrière. Et donc ça aussi, à quelque part, ça a été très, très intéressant pour moi, c'est parce que ça m'a permis aussi déjà, quelque part, de mettre le doigt sur comprendre inconsciemment un certain nombre de choses, mais en même temps aussi de réactiver des blessures qui étaient en moi. Et donc, ce qui fait que, ben, à l'âge de 26 ans, un peu sur un coup de tête, je me souviens très bien du truc. On était parti avec mon compagnon précédent, on était parti au Mont-Saint-Michel à Noël et on avait passé quelques jours là-bas et sur le chemin retour, je lui ai dit, écoute, on va partir. Lui, c'était son souhait à un moment donné. Il avait fait son armée en Nouvelle-Calédonie. Il avait adoré le Caillou. C'était vraiment, lui, son choix. Il est toujours là-bas d'ailleurs, marié avec quelqu'un d'autre aujourd'hui. Et, euh, et donc, c'était son souhait d'aller sur cette terre. Et donc, on a dit, bon, bah, écoute, on part. On a pris 2 valises chacun. Puis on est parti. On s'est dit, allez, 1 an, 2 ans, 3 ans, on verra. Et puis, bah, lui, il y est toujours. Moi, je suis restée 24 ans. Et donc, bon, après, j'ai compris bien évidemment ce besoin à un moment donné d'air et de partir. C'était aussi à un moment donné un besoin de mettre de la distance avec ce trauma, avec cette impossibilité de parler, d'être, euh, d'être entendu, parce que bien sûr, bon, les choses à quelque part se sentaient, enfin se voyaient. Ouais. Ouais, justement, j'ai une question. Ouais. Donc, ta maman t'écoute pas. Ouais. Quand ton papa te dira plus tard, je me Mm. doutais de quelque chose, Ouais. du coup, tu te sens pas du tout soutenu. Est-ce que tu leur en veux énormément? Est-ce que ce processus de leur en vouloir, il a évolué? Ou est-ce que depuis le départ, tu leur en as voulu et après, ça a continué comme ça? Alors, au départ, bien évidemment qu'à un moment donné, il y a cette colère en moi et ce truc de me dire, mais vous voyez pas, vous voyez pas à un moment Vous me donné. protégez pas. Vous me Oui, vous me protégez pas. protégez pas, vous me protégez pas. Forcément, je veux dire, alors ouais, je suis issue d'une famille dans laquelle il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de générosité, mais dès qu'on veut à un moment donné aborder bah vraiment, tu vois, à quelque part, ce qui fait mal, hein, et ce qui, à quelque part, est vrai, bah les choses sont, voilà, les choses sont fermées et puis sont difficiles. C'est lié aussi à l'histoire de chacun. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bien évidemment qu'inconsciemment, je leur en veux. C'est clair. Je veux dire, il y a une colère en moi c'est ce qui fait aussi, à quelque part, que je pars à un moment donné parce que c'est juste trop, trop douloureux. Mais Euh, tu es resté en contact avec eux. Ça m'a,
Oui, Ça bah m'a oui, interpellée. parce que Non, à mais c'est quelque... beau, c'est-à-dire que t'as de l'amour pour eux. Ah bah T'as de je l'amour crois que pour eux. c'est... Sinon tu reviendrais pas, évidemment. Bah Donc, tu je... reviens. Bien évidemment, mais je crois que de toute façon, je veux dire, quelle que soit la famille, tu sais, je veux dire, même l'enfant qui tombe dans une famille qui est maltraitée, etc., bah, quelque part, c'est bien la difficulté, c'est souvent là, c'est parce que quelque part, bah, quand on arrive sur cette terre, on est là pour aimer et être aimé. T'as aimé. Je crois que c'est la base. Donc, bien Mhm. évidemment, je garde ce lien aussi parce que, effectivement, malgré bah, toutes ces difficultés, ce lien d'amour, notamment dans ma fratrie aussi, il est vraiment là. Il est à quelque part, il se voit. Donc, il y a cette séparation entre moi, avec moi, entre cet enfant dans le ventre de maman, ce bébé dans le ventre de ma maman, qui a quelque part ouais, cette empreinte-là, et puis ensuite cet ado qui du coup aussi se dit, mais voilà, mais vous ne me protégez pas. Et puis bien évidemment que, je veux dire, les années qui ont suivi les abus, j'ai été souvent, quand ma mère me parlait de cette personne-là, j'étais très en colère. Et C'est je normal. arrivais à quelque part à même à montrer ma colère. Donc, il n'est juste pas possible, bien évidemment, que ma mère, d'ailleurs mon père me l'a dit donc il y a peu de temps, il m'a dit, je me suis toujours douté qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là. Donc les choses sont là, mais on ne me protège pas parce qu'on est, bah, parce qu'on parle pas de ça et parce à la limite, à l'époque, on préfère sauver les apparences et puis on sait que ça va à quelque part être une bombe dans la famille et donc malheureusement et heureusement aujourd'hui les choses changent. Malheureusement, on préfère à la limite faire l'autruche et pas voir. Et puis tu vois. Donc, Pourquoi ce monsieur avait une telle place dans votre famille? C'était quelqu'un qui était super sympa, qui rendait des services, j'en sais rien, tu vois. Pourquoi non, cette alors, personne, c'était important qu'il soit présent? c'est quelqu'un qui est proche de la famille de ma mère. Donc, c'est vraiment quelqu'un de toute façon qui était qui était un proche de la famille. Voilà. J'ai pas trop envie, effectivement, Ah, d'en parler plus en avant parce que bah, malheureusement, moi, je n'ai jamais, donc je l'explique également dans le livre, je n'ai jamais osé porter plainte, je n'ai jamais porté plainte lorsque effectivement les choses se sont vraiment réveillées, conscientisées, ben, il y avait prescription, donc de toute façon. Et c'est bien le dilemme aujourd'hui. On voit bien aussi dans beaucoup d'affaires, les victimes parfois se réveillent après 20 ans, 30 ans, parce qu'il y a toute cette amnésie qui est là et à un moment donné, cette peur qui est à l'intérieur et qui a besoin de temps pour pouvoir à un moment donné être intégrée. Et puis, euh, donc, euh, donc, j'ai pas envie de trop en parler parce que également, bah, quand j'ai écrit mon livre, j'ai pris le contact d'une avocate qui nous a conseillé effectivement euh, de pas en parler, de pas donner la véritable identité effectivement de l'agresseur. Ce qui est intéressant malgré tout, c'est que mon livre n'était pas encore publié, n'était pas encore sorti. Ma sœur m'a indiqué qu'il y avait d'autres personnes également bon, il a, entre guillemets, opéré sur ah plusieurs non. décennies. Donc, il y a effectivement Ah ouais. Moi, j'ai plusieurs des frissons. personnes. Ouais, bien Ouais, évidemment. plusieurs victimes, hein. Ah Plusieurs oui, oui. victimes. Ouais, ouais, évident. Mm. D'ailleurs, même, il avait essayé avec elle aussi, hein, je en parle dans mon livre, il avait tenté également. Est-ce que euh, c'est dur pour toi de pas pouvoir dire plus de choses sur lui? Est-ce que le fait d'avoir écrit ce livre, tu te sens réparé ou est-ce qu'il manque quand même quelque chose de pas pouvoir dire toute la vérité? Est-ce que ça, Non, c'était alors important pour vraiment toi? non. Non, non. À ce niveau-là, je suis vraiment OK aujourd'hui parce que, bah, comme je l'explique aussi, euh, et comme je te l'ai expliqué juste avant qu'on démarre, pour moi, l'écriture de ce livre, c'est un peu comme un accouchement, à quelque part. Dans un accouchement, il y a parfois 75% effectivement de souffrance, de douleur, où à un moment donné, on est dans la contraction et on est dans la difficulté. Et puis à un moment donné, il y a 25%
de ce moment où tu prends ce bébé et puis bah, voilà, tu l'entoures d'amour, tu l'enveloppes d'amour. Et même si une grosse partie du livre est dans la difficulté et puis aussi parce que j'avais envie vraiment de montrer ce que c'est aussi, même si chaque chemin est différent, j'avais envie de montrer ce que c'est, les conséquences aussi effectivement d'un tel trauma. J'ai fait aussi en parallèle, et puis c'est là où probablement on se rejoignait sur plein de choses, j'ai fait en parallèle aussi un chemin d'ouverture vers quelque chose de plus grand, vers quelque chose qui me dépasse. Et je pense que aujourd'hui, véritablement, quelles que soient nos histoires de vie difficiles, euh, je peux dire aujourd'hui que tout ce qui, pour moi, tout ce qui cherche à s'exprimer derrière tout ça, c'est de l'amour. Alors, je l'ai ressenti aussi sur des expériences un petit peu particulières. Il y en a une dont je parle dans le livre où j'étais vraiment dans quelque chose, dans une très grande colère ou dans à un moment donné, un moment de souffrance physique. Et malgré ça, à quelque part, quand je déroule le processus, je me rends compte que bah, derrière ça, il y a autre chose. Il y a autre chose qui cherche à s'exprimer. Donc, non, aujourd'hui, je suis vraiment, mais totalement en paix. Je sais que beaucoup de victimes, et je suis d'accord avec ça, pouvoir passer par la case justice. Et à un moment donné, parce qu'il y a une justice des hommes, hein, on est aussi des êtres incarnés. Donc, il y a une justice des hommes qui, pour moi, est importante et essentielle aussi. Je veux dire, à un moment donné, c'est juste logique. Donc, quand on peut le faire, et j'ai l'idée aussi, tu vois, d'une amie euh, dont la fille, euh, dont la fille a été agressée également sexuellement et donc il l'a accompagnée dans ce processus. Enfin, toute la famille l'a accompagnée. Donc, c'est essentiel. Je veux dire, quand on peut le faire, c'est juste génial. Euh, Moi, aujourd'hui, bon, voilà, j'ai 53 ans bientôt. J'ai ce recul aussi, et puis j'ai ce chemin d'ouverture à plus grand que moi que j'ai continué. Tu vois, la Calédonie, elle m'a tellement aidée aussi à ça. Avec, je suis très sensible à la beauté des choses, enfin au lever du soleil, au coucher de soleil. J'ai eu vraiment à chaque fois. euh, J'ai encore de l'émotion. Mm. J'ai de l'émotion quand je repense à ça parce que du coup, euh, aujourd'hui, quand je vois également les images que je vois passer du caillou aujourd'hui, voilà, ça me fait effectivement beaucoup de mal, mais je sais aussi que voilà, bah, chaque épreuve et chaque difficulté a est nécessaire parfois. Alors, je sais pas si c'est le bon mot, c'est peut-être pas A le du bon. sens. Moi, Pardon, personnellement, hein, pour moi, tout ce qui nous arrive, chaque événement a un sens. à insenser Un exactement. sens, voilà. On va pas forcément le comprendre tout de Je suite, hein. C'est comprends tout vrai de que suite. nous, voilà, en Nouvelle-Calédonie, on vit l'effondrement d'un Exact. pays. Euh, j'ai mis du temps, hein, à aller mieux. Je crois que pendant un Mm. mois, j'ai plongé, ben, comme tous les Calédoniens. Mm. Et puis, je savais qu'il y avait un sens. Mm. Alors, je ne dis pas de l'avoir trouvé, Bien parce que sûr. souvent, on le trouvera beaucoup plus tard, le sens. Mais j'ai la foi, j'ai prié, prié, prié. Mm. J'ai confiance, voilà. Et mais pour moi, tout a un sens. Exactement. C'est Mm, exactement le mot que je cherchais. mm, Ouais, tout à fait. Et comme tu le dis très justement, parfois il faut du temps. mm. Je pense qu'on est vraiment soutenu de toute façon aussi dans cette période particulière où on voit, hein, je veux dire, les choses sont difficiles partout dans le monde. Euh, je pense que plus on guérira nos propres individualités, plus on comprendra aussi à quelque part les choses et plus on se comprend, plus à quelque part on participe à la guérison du monde. Je pense que vraiment ça passe par aller à l'intérieur de soi et aller voir à l'intérieur de soi parce que justement ce qui est pas encore, ce qui est pas ouvert, ce qui est pas libéré. Donc pour revenir à ta question avant, non, je dirais vraiment par rapport
à tout ce parcours-là. Voilà, quand je regarde en arrière aujourd'hui, euh, j'ai de la gratitude pour tout le chemin effectué. Je pense que plus on va aussi dans l'effondrement et dans la difficulté, plus à quelque part c'est inversement proportionnel, plus à quelque part les choses s'ouvrent. Euh, donc il y a vraiment, je pense aussi là, quelque chose de cet ordre-là à comprendre, à expérimenter. On voit vraiment quand même partout, pour revenir sur cette notion d'ouverture, euh, la société n'est pas la même aujourd'hui. Alors moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont... Moi, je suis pas du tout passéiste. J'avais un grand-père qui disait toujours, ah, de mon temps, de mon temps. Et donc, moi, je suis pas du tout comme ça. Je suis vraiment bien ancrée dans mon époque. Je trouve qu'il y a effectivement des choses qui sont pas belles, mais c'était le cas voilà, déjà au Moyen Âge, il y a 50 ans, 60 ans. C'est le principe même de l'évolution. Je trouve qu'il y a plein de choses aussi qui sont super intéressantes. Tu vois, le fait de pouvoir aujourd'hui, la technologie, mais c'est super intéressant. Ça permet de se connecter, avec des personnes avec lesquelles tu n'aurais pas pu te connecter avant. Donc, il y a des choses qui permettent aussi vraiment de faire circuler les énergies, les histoires de vie. Alors, bien sûr, il y a un équilibre à trouver dans tout ça. On a aussi, faut faire attention effectivement de ne pas être dans le tout numérique, etc., d'avoir ces moments. Je crois que tout est toujours de toute façon dans l'équilibre. Ça peut être aussi dans l'effet inverse, hein. On voit aussi que, bien évidemment, les réseaux, etc., peuvent alimenter aussi des choses plus compliquées. Oui, oui. Ce qu'on veut bien sûr servir, et puis ce à quoi effectivement on a envie de se connecter. Donc, euh, donc, non, je trouve que c'est malgré tout, euh, on vit une époque super intéressante où on comprend plus les choses. Tu vois, le stress post-traumatique, euh, bien évidemment, dans les années 70, on ne savait même pas ce que c'était. Ça, c'est Non, apparu c'est sûr. en France. Le premier centre a ouvert dans la fin des années 80. Les États-Unis, ils sont toujours un peu en avance, c'était un peu avant, mais parce qu'ils ont commencé à s'y intéresser au retour des Marines après la guerre du Vietnam. Mais aujourd'hui, on sait ce que c'est, et donc on sait ce que c'est. On a des machines qui permettent de comprendre ce qui se passe dans le cerveau quand on est dans cet état-là, et donc ça permet aussi d'améliorer la santé mentale, de comprendre. Tu vois, je voyais cette gymnaste là, j'ai oublié le nom actuellement au JO là, qui euh, est américaine, là, qui a vécu aussi, qui s'était effondrée, je crois que c'était en 2020, qui a eu je sais plus combien de médailles déjà, qui s'est effondrée parce qu'à un moment donné, elle a dû prendre soin, et puis elle parle de sa santé mentale, elle disait, j'ai dû prendre soin de moi parce qu'elle a vécu des violences sexuelles également, et à un moment donné, elle a pris ce temps où elle est tombée pour aller vraiment travailler avec un psy et puis remonter tout doucement. Donc, je veux dire, tu vois, moi aussi, là aussi j'ai envie de dire, c'est possible, quoi. À un moment donné, c'est clair qu'il faut prendre le temps euh, de... Il faut prendre le temps de la guérison. Et là, dimanche, là, j'ai participé, je fais partie d'une association en Alsace, en tant que bénévole, une association qui s'appelle Victimes Inceste, où il y a des groupes de parole, où il y a à un moment donné, l'année dernière aussi, ils ont pris le temps d'écrire un livre avec 9 témoignages de victimes. Donc, il y a eu aussi, là, il y a quelques mois, un moment de partage où il y a eu de la créativité, des chants autour de tout ça. Donc, tout ça doit pouvoir, à un moment donné, circuler. Et ça, il faut que ça puisse être vu. Il faut que les douleurs puissent être vues, il faut que la souffrance puisse être vue, qu'elle puisse être partagée pour qu'à un moment donné, on puisse l'élever à un autre niveau, quoi. Donc je trouve que c'est malgré tout, tu vois, non, c'était pas mieux avant. Moi, je trouve que il y a plein de belles choses qui sont en train d'être mises en place et puis qui émergent. Mm. On va arriver à la fin de notre émission. À qui s'adresse ton livre, Sylvie? Alors, euh, alors, il s'est adressé déjà aux différentes parties de moi. Ça, c'est évident. J'avais envie de l'écrire pour mon propre enfant intérieur. Euh,
pour le bébé que j'étais dans le ventre, pour l'ado que j'ai été, pour la femme qui a été souvent en colère. Il s'adresse à toutes ces personnes qui, à quelque part, restent dans l'isolement et qui ont peur de parler, qui vivent des choses difficiles. On sait que dans le trauma, je parle beaucoup de Gabor Maté, ce médecin canadien qui a beaucoup travaillé avec des SDF, etc. Souvent, les gens exclus qu'on retrouve dans les rues, c'est des gens qui ont à quelque part été abandonnés par la société, mais aussi par leur famille, parce qu'il y a effectivement des choses très compliquées qui n'ont pas pu circuler, qui n'ont pas pu. Donc, il s'adresse à toutes ces personnes-là aussi qui se disent, voilà, bah, de toute façon, voilà, c'est comme ça, et puis je vaux rien, et puis je mérite pas effectivement l'amour, et puis donc à tous ces délaissés à quelque part, tu vois, il s'adresse à ces personnes-là aussi, non, je veux dire, vous n'êtes pas seul, il y a vraiment à un moment donné, aujourd'hui, il y a plein de choses qui existent, il y a des groupes de parole qui existent, euh, il y a des soins aussi qui sont mis en place, même si là aussi, C'est bien le sûr, il y a conseil, c'est plus. le conseil que tu Pardon. donnerais aux personnes, c'est le conseil que tu donnerais aux personnes qui ont souffert de violences sexuelles, d'aller rejoindre des groupes de parole, d'en parler, Des associations. Écoute, il y a vraiment des aujourd'hui, associations. voilà, bah, la présidente de l'association dont je fais partie me disait, bah, je vais te donner, elle a préparé des flyers aussi à mettre dans les parcs là aussi à Strasbourg, parce qu'il y a des lignes aujourd'hui qui existent, donc où à un moment donné on est accueilli de façon anonyme. Donc bien évidemment, il faut faire le premier pas. À un moment donné, parfois c'est Bah le plus oui. difficile. Mais savoir qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui peut être à l'autre bout du fil et que ça peut être bah, comme la pelote de laine avant, tu vois, quelque chose qui, à un moment donné, qui aide à ouvrir. Il y a des bouquins, il y a quand même beaucoup de choses qui, à un moment donné, permettent euh, voilà, de trouver de la consolation, de trouver du soutien, ce qui est souvent difficile. Moi, je l'ai trouvé, j'en parle dans mon livre aussi. Euh, j'ai eu la chance d'avoir un mari qui a pu me soutenir également dans mon processus de guérison. J'ai eu pas mal de périodes, même si on a eu des moments aussi très difficiles, parce qu'effectivement, nos histoires se court-circuitaient. Mais j'ai eu la chance de pouvoir avoir des moments parfois où je me mettais en stand-by, où j'ai pu prendre le temps effectivement de la guérison. J'ai eu mon fils qui a été bah, juste complètement génial dans ce processus avec lequel je l'ai écrit aussi pour lui. Hein, quand tu dis à qui s'adresse mon livre, parce que moi j'avais envie vraiment qu'il sache d'où il vient. C'est tellement important pour les enfants de savoir, tu vois, d'où ils viennent, plutôt que de laisser les fantômes dans les placards. On sait que de toute façon c'est transmis. Tous les secrets, Bien sûr. tout ça c'est transmis de façon très inconsciente. Donc j'avais envie aussi voilà, d'écrire pour lui. Euh, et puis c'est derrière la souffrance, il y a ce message avant tout aussi, c'était un message d'espoir. À un moment donné, de se dire que à l'intérieur de nous, il y a aussi, je termine avec ce poème que j'avais écrit en 2016 quand j'étais en Calédonie, Trouver le divin en nous. On a, je pense que le chemin de retour, pour reprendre la métaphore de l'oignon, c'est bah, de revenir au cœur. Et puis au cœur, on a tous à quelque part cette flamme, cette flamme de vie, cette flamme d'amour qui cherche à s'exprimer. Alors parfois, il faut du temps. Quand il y a des épreuves difficiles, effectivement, à un moment donné, ça peut être fastidieux, mais vraiment, enfin voilà, elle est là. Elle est là et donc elle, et bien sûr, j'ai écrit aussi pour ma famille. Je veux dire, même si à quelque part, parce que les mots n'ont pas pu être échangés autrement. Alors c'est compliqué encore. Tu me posais la question de savoir si tous les membres de ma famille l'ont lu. Mon frère aîné l'a lu, ma sœur l'a lu, mon autre frère pour le moment. Il y a quelques semaines, m'a dit je l'ai pas lu, je ne sais pas s'il le lira mais c'est pas grave. Je veux dire, moi, ce Ça qui leur était appartient important. après. Ouais, exactement. Chacun a son Mm. chemin à faire, bien sûr, son chemin de guérison, et puis son chemin de conscience. Et puis moi, j'ai vraiment, je suis en paix, si tu veux, aujourd'hui avec mon histoire, avec
j'ai l'impression, en tout cas, j'ai le sentiment aussi d'avoir pu contribuer par le biais de ces mots pour toutes ces personnes-là qui sont encore dans parfois la difficulté à dire et à être entendues et à être écoutées. Voilà, Alors, c'était... j'ai une dernière question à te poser. T'es pas obligé d'y répondre si t'as pas Ouais. envie. Mais la question que j'aimerais te poser, c'est, donc j'ai lu ton livre. Cette personne aujourd'hui est décédée. Oui. Si tu pouvais lui dire quelque chose, qu'est-ce que tu Ah, aimerais lui dire aujourd'hui? bah tu sais, je suis allée la semaine dernière, je suis allée sur sa tombe. Euh, et alors c'est vraiment très drôle parce que donc elle est enterrée dans un petit cimetière de montagne, un petit peu dans les Vosges là. Et c'est juste magnifique. Le cimetière est un peu en pente. Elle a une vue plongeante la vallée, la plaine d'Alsace. Des petites fleurs partout. Quand je suis arrivée, il y avait des papillons. Il y a un magnifique petit papillon qui me suivait partout. Donc, j'ai juste envie de lui dire merci. Merci parce que bien sûr qu'à quelque part, euh, euh, elle m'a soutenue. Je sens vraiment qu'elle me soutient encore également. Euh, Au-delà de... donc, on ne s'est pas revus depuis que je suis revenue en France, mais j'ai revu ces deux filles qui, aujourd'hui, avec lesquelles j'ai une super connexion. Elles sont Euh, au courant, ces filles? oui, ah oui, Ok. oui. Ces filles étaient au courant. Elle a beaucoup... donc, elle est décédée d'un cancer. Et puis, à la fin de sa vie, les dernières années de sa vie, elle a échangé. C'est quelqu'un qui a toujours beaucoup écrit aussi. Et alors, ce qui est drôle aussi, c'est qu'effectivement, elle avait fait, et donc sa fille me disait l'autre jour, bah, je vais te ramener ses cours parce qu'elle avait fait il y a plusieurs années de ça aussi, elle avait suivi des ateliers d'écriture parce que son but, il y a plusieurs années déjà, je ne le savais pas, c'était de pouvoir à un moment donné aider les gens à, à écrire leur histoire et à quelque part à partager leur histoire. Donc tu vois, il y a vraiment cette connexion qui est encore. On parle bien de ton agresseur, là. Ah non, on parle de Sandra. Ah, Ah oui, ah, d'accord. ok. Non, non, c'est pour ça que je comprenais pas. Non, non, D'accord. non, D'accord. non. On Moi, parle de j'aurais, Sandra. oui, oui, je parlais pas de Sandra. Je parlais D'accord. de ce monsieur qui t'a agressé. D'accord, Je ok. sais, il est décédé, c'est bien ça, hein, Oui. dans ton Ah bah il livre. est décédé, ouais, il est décédé, ouais, tout à fait. Voilà. Juste avant qu'on revienne en Alsace. Ouais, tout à fait. Et donc, c'était à lui. J'aurais voulu savoir si Ah oui, tu d'accord. avais quelque chose, pardon. Si j'avais quelque chose à lui dire. Ouais, si tu pouvais aujourd'hui, si par exemple il était en face de toi, Ah qu'est-ce que bah tu aimerais écoute, lui dire? je pense que je lui dirais également merci. Parce qu'effectivement, j'aurais probablement fait pas tout ce chemin-là euh, en profondeur, pour aller retrouver. Alors, je sais que c'est très difficile à entendre et je sais que cette partie-là sera aussi probablement difficile à entendre pour certaines victimes qui sont encore dans le dur et dans la difficulté. Mais euh, je crois que le but, et c'est le message après ultime du Christ, à quelque part aussi, c'est le pardon. Euh, Mhm. et on est là pour, quelque part, tu vois, là, ça rejoint aussi tout ce que j'écoutais à quelque part quand j'étais dans mes années de primaire et quand j'allais régulièrement à la messe, il y avait vraiment à quelque part aussi là quelque chose qui me parlait déjà. Euh, donc merci parce qu'à quelque part, je pense que c'est les histoires souvent les plus difficiles qui permettent aussi, et les histoires de vie les plus difficiles qui permettent à un moment donné de créer autre chose. Et tu vois, quand je te dis ça, je pense aussi juste à la Calédonie. Je pense il y a vraiment de ça quelque part. Il y a ce pardon, mais à quelque part ce pardon vraiment profond à l'intérieur qui vient euh, et aussi d'être OK avec le fait, aujourd'hui j'en suis aussi là, d'être OK avec le fait que pour le moment aussi, euh, je peux être, l'écriture de ce livre qui parfois est difficile peut être encore
difficile pour certains membres aussi de ma famille, même si vraiment les choses s'ouvrent. Ma mère me disait récemment, je commence à te comprendre, tu vois, donc vraiment, il y a aussi quelque chose qui est, elle est âgée. Mm. Quelque chose se fait, mais bon, je sais qu'elle est restée surtout sur sa propre histoire, et puis parce que bien évidemment, elle porte en elle aussi une très grosse culpabilité, ça c'est évident. Et ça, c'est la sienne, ça lui appartient. Mais moi, aujourd'hui, je suis vraiment OK avec ça. Et je sais que, voilà, oui, donc pour en revenir juste à Sandra, bah, elle, elle continue, continue, mais vraiment à m'accompagner au quotidien, voilà, par le biais de petits signes. Et puis, voilà. Donc, Mm. mm, Je te remercie. Vraiment, Sylvie, je te remercie pour ta sincérité, pour ton témoignage, pour ton courage. Et j'espère que ton livre va aider les personnes à s'ouvrir, à en parler si elles en ont besoin, à se sentir réconfortées. Merci beaucoup. On se retrouve merci. bientôt, Sylvie, Merci, Annelle. parce que je Absolument, viens chez toi. tout à Je fait. viens chez toi faire une conférence à Strasbourg le 27 Absolument. octobre, Oui, tout à fait. entre autres. Bah, nous, on avait pris nos billets en fait pour Dijon, donc je pense qu'on passera à Dijon et puis après, je viendrai te voir à Strasbourg, bien sûr. Très contente que tu viennes à moi aussi et du coup, ça nous permettra Ouais. d'échanger également encore. Mm. C'est juste génial. Ouais. Merci beaucoup également Merci. d'avoir pris ce temps pour m'écouter, pour partager ce moment-là avec moi. Voilà, euh, voilà, je trouve ça juste formidable, ce qui continue à se passer et puis ce qui continue à s'ouvrir. Donc, Mm. merci beaucoup à toi et merci pour les messages que tu diffuses également par le biais de tes conférences et de ta chaîne. Et je dis souvent, on avance ensemble. Ouais, c'est vrai. On avance ensemble. Unissons nos forces pour une plus belle terre. Je crois que c'est vraiment ma devise, tu vois. Merci beaucoup, Anne-Hélène. À bientôt. À bientôt. Je t'embrasse. Au revoir. Bisous, au Moi revoir. aussi. Au revoir.